Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur. Nous sommes le mardi 13 mai. Voici à la une. Bonjour, bon mardi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien ce matin. Ce qui va retenir notre attention dans les prochaines minutes, mon collègue Vincent Maisonneuve va se joindre à nous parce qu'on vient d'apprendre, c'est tombé en fait au cours des toutes dernières minutes sur la scène judiciaire française. L'acteur Gérard Depardieu qui a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour avoir été reconnu coupable d'agression sexuelle à l'encontre de deux femmes qui l'accusaient donc d'agression sexuelle lors du tournage d'un film en 2021. Il n'était pas présent au tribunal pour cette condamnation. Déjà, son avocat a indiqué qu'il allait en appeler de cette décision. Donc, on aura les détails dans les prochaines minutes avec mon collègue Vincent qui a suivi ça. Déjà, une victime et des avocats donc ont parlé à la sortie de la salle d'audience. Donc, on y reviendra dans les prochaines minutes. Sinon, sur la scène fédérale, ce sera occupé aujourd'hui parce qu'on apprendra la composition du prochain cabinet du gouvernement fédéral, le cabinet donc de Mark Carney. Et déjà, on a certaines informations, comme c'est généralement le cas, le matin de ces annonces de composition de cabinet. Alors, on sait, entre autres, que Joël Lightbound de Louis-Hébert, la circonscription de Louis-Hébert dans la région de Québec, y sera, que la nouvelle députée de Châteauguay-les-Jardins de Napierville, au sud-ouest de Québec, Nathalie Provost, doit faire partie de l'équipe ministérielle. On aura les détails avec Jean-Philippe Robillard un peu plus tard. Tout de suite, ma collègue Véronique Mérin est à mes côtés. Bonjour, Véronique. Bonjour, Mathieu. Alors, là, il y a de la chaleur on connaît cette chaleur dans l'ouest, dans les prairies. Là, ça s'en vient vers l'est, là. Exactement. Bon, ça va se diluer un peu en passant il n'y a peut-être pas de sur les 35 Grands degrés, Lacs. là, mais... Exact, mais des 25, par exemple. Mais je tiens à dire merci aux Grands Lacs, parce que 35, c'est un petit peu fort pour commencer l'été, disons-le comme ça. Donc, 25, oui, ça s'installe à partir d'aujourd'hui, là. La lune était magnifique ce belle matin. pleine lune, ouais. Pleine lune, vraiment, les couleurs sont au rendez-vous. Donc, on y va avec une vraie belle journée à saveur d'été. 25-27 degrés au thermomètre, un cas de soleil, passage nuageux. Du côté de Québec, cependant, les vents vont demeurer du nord-est. Alors, de ce côté-là, 16 degrés aujourd'hui. Il fera beau aussi, un petit peu plus variable, mais c'est plus demain que la chaleur va se faire sentir pour la région de Québec. On ira chercher 26 degrés, mais demain seulement. Donc, d'ici là, beau et chaud sur le sud de la province. Demain, ce sera un peu plus variable, mais ça reste une autre belle journée. 26-28 degrés, ce sont les températures que l'on obtiendra. On aura peut-être des ressentis de 30 avec l'humidité, mais le 30 comme tel au thermomètre, si ça se produit, ça va être vraiment très localement. Jeudi, on parle de 25 à 26 degrés aussi, mais jeudi, ce sera un ciel un peu plus nuageux. Et vendredi, on aura quelques averses, quelques orages. Pour la longue fin de semaine, c'est assez complexe. On aura le temps d'en reparler. Oui. Mais d'ici là, on profite de cette belle chaleur. Chaleur qui se dessine également du côté de l'Abitibi aujourd'hui et de façon un peu plus prononcée, maximum de 29 sous le soleil pour les gens de l'Abitibi. C'est pas encore rendu dans l'est de la province. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, on ira avec un ciel plutôt nuageux. 9 à 12 degrés aujourd'hui. C'est demain que la chaleur gagne le Saguenay. Ça va grimper à 28 et on sera au-delà de la barre des 20 degrés pour le Bas-Saint-Laurent aussi. La Gaspésie, la Côte-Nord, plutôt beau, mais 9 à 12 degrés aujourd'hui. On gagne des degrés pour demain. 24 à 28 degrés sur le nord et le centre de l'Ontario. Plutôt beau temps. Toronto-Windsor, sous les nuages. Probabilité d'averse, risque d'orage, 30 19 à 21 aujourd'hui. Ça ira jusqu'à 26 dans le secteur d'Ottawa, sous le soleil. Pour ce qui est de l'ouest, à Vancouver, assez variable, 16 à 19. On a retrouvé des températures plus saisonnières aussi pour Edmonton, Calgary. C'est du 15 à 21 degrés. Plus variable, avec une probabilité d'averse, un risque d'orage en après-midi de 30 Et là, la chaleur commence à quitter les prairies. Il a fait 31 à Regina hier.
Il fera 22 aujourd'hui et le temps plus frais s'installe demain, 12-13 degrés sur le sud de la Saskatchewan. Par contre, le sud du Manitoba, on bat des records de 125 ans, vraiment. Il a fait 37,8. C'est la température la plus élevée enregistrée au Canada si tôt dans la saison, depuis la fin du 19e siècle. Alors, c'est pas rien. Il fallait remonter au 12 mai 1900 pour avoir des valeurs similaires. Aujourd'hui encore, on atteindra 35 du côté de Winnipeg. Il fait 24 en ce moment, c'est la nuit. Alors, avertissement de chaleur en vigueur, 35 aujourd'hui, 30 demain, 28 jeudi. Et le temps plus frais arrivera vendredi dans le sud de la province. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Olivier Pellerin au sport. Bonjour. Bonjour. Alors, les Oilers d'Edmonton ne sont plus qu'à une victoire de se rendre en grande finale de l'Ouest. Victoire convaincante face à Vegas hier. Oui, ils sont allés chercher une victoire importante à la maison, surtout. Ils avaient perdu ce premier match à la maison, mais les voilà donc avec les commandes de cette série 3-1 face aux Golden Knights de Vegas, victoire de 3-0 hier. C'est Adam Henry qui a animé tout ça en première période en marquant 2 buts, dont un très rapidement, alors qu'il n'y avait même pas 2 minutes de jouer à ce match. Et déjà, c'était 1-0 pour les Oilers d'Edmonton. Donc, les Oilers qui pourraient donc atteindre la finale de l'Ouest pour une deuxième année consécutive et peut-être éventuellement s'inviter dans cette finale. Mais c'est un parcours fort intéressant pour eux. Il y avait autre match aussi hier dans l'Est entre les Capitals de Washington et les Hurricanes de la Caroline. Et les Hurricanes, eux, ont remporté ce match 5-2 et eux aussi sont aux commandes 3-1 dans cette série. Pour eux, il fallait remonter à 2 ans avant de les voir atteindre le 3e tour des séries éliminatoires. Donc, deux équipes qui s'imposent de par leur rythme. Les Hurricanes, entre autres, là, on en parlait un peu plus tôt, je crois, la semaine dernière. Là, on parlait des Capitals qui avaient peut-être été surpris par le rythme du jeu. On n'est pas du tout dans ce que le Canadien de Montréal offrait là, comme style de jeu, beaucoup plus de vitesse, un échec avant soutenu. Donc, un très beau parcours pour les Hurricanes qui demeure une menace dans l'Est. Reste à voir maintenant ce que feront les Maple Leafs de Toronto, que plusieurs aimeraient voir passer en finale de l'Est et peut-être même en finale de la Coupe Stanley. Mais on voit là certainement des aspirants peut-être à cette finale, les Hurricanes de la Caroline. Au tennis, le parcours de Bianca Andreescu a pris fin hier au tournoi de Rome, en Italie. Oui, c'est un beau parcours pour elle qui s'est terminé face à la Chinoise Zheng Qinwen. Une défaite en 2 manches de 7-5, 6-1, mais elle a quand même au cours de ce parcours, alors que je vous rappelle que Bianca Andreescu tente de se remettre en selle après de nombreuses blessures qui l'ont beaucoup ralenti dans son parcours professionnel. Elle a quand même battu 2 joueuses parmi le top 20 là, de ce tournoi à Rome. Donc ça, c'est encourageant pour elle. Elle se dit très en confiance avec son style de jeu. Reste maintenant à déployer tout ça sur une base régulière, si on peut dire, là, de répéter les exploits sur les terrains et surtout contre les grandes joueuses. Hier, c'était quand même pas une joueuse facile, 8e tête de série, la chinoise, Zheng Qinwen. Donc, quand même, là, d'avoir menacé dans cette première manche, c'est tout de même encourageant. Et là, pour le tournoi de Rome, c'est terminé pour les Canadiens. Chez les hommes, tant chez les femmes, tous les Canadiens sont éliminés des tableaux principaux en simple. Grosse journée de sport. Sinon, aujourd'hui, on va commencer en parlant du match numéro 3 de la victoire de Montréal. Ça va être à Ottawa ce soir. À Ottawa, donc on se transporte dans la capitale nationale. Donc, match 3 et 4 qui seront disputés à Ottawa. Je vous rappelle cette victoire importante lors de ce match numéro 2 en 4e période de prolongation. Une victoire de 3-2 de la victoire qui sont partis hier, ont pris la route en autobus, salués d'ailleurs par les joueurs de l'Alliance de Montréal avec qui elles partagent les installations du côté de Verdun. Et les voilà donc en selle pour ce match numéro 3 ce soir à 19h. Il y aura aussi du hockey un peu plus tôt dans la journée. Le Canada qui fait belle figure au championnat du monde avec entre autres Sidney Crosby à sa tête. Pas d'inquiétude depuis le début du tournoi. 2 victoires en 2 matchs. Ils ont le 2e rang de leur groupe, le groupe A, présentement derrière la Suède, mais la Suède a déjà 3 matchs de jouer alors que le Canada en a seulement 2. Aujourd'hui, je pense pas qu'on aura une grosse menace. Canada-France, ça devrait bien aller pour les représentants canadiens, mais il pourrait y avoir des surprises. Les Américains, hier, ont été battus 3-0 par la Suisse dans un tournoi où on voit peut-être pas quand même les gros canons des États-Unis, mais quand même, il peut y avoir des petites surprises. On surveille ça un peu plus tard aujourd'hui. Merci, Olivier. Un plaisir. Bonne journée.
Il y a eu 6 semaines d'audience assez tendues devant le tribunal correctionnel de Paris et la Cour vient de rendre son jugement au sujet, je le disais au début de l'émission, de l'acteur Gérard Depardieu. L'acteur qui a été donc déclaré coupable d'agression sexuelle sur 2 femmes, Vincent Maisonneuve, est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. Alors, il a été condamné là, ce matin en France. Condamné à 18 mois de prison avec sursis, privation de droits civiques pendant 2 ans. Ça veut dire essentiellement qu'il ne peut pas se présenter à des élections, par exemple. Inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles, un peu comme notre fichier des délinquants sexuels ici au Canada. L'inscription aussi. La poursuite estimait qu'il s'agit tout ça d'une peine qui prend en compte de l'absence totale de remise en cause de l'acteur durant tout ce procès. Tout de suite, je vous invite à écouter la réaction d'Amélie. C'est une des 2 victimes. Je suis très émue, je suis très très satisfaite de cette décision. C'est pour moi une victoire, vraiment. Et une grande avancée, un pas en avant. On avance. Merci. La justice a été rendue, j'ai l'impression. Le tribunal a aussi accordé, Vincent, un dédommagement aux victimes en raison de l'impact des procédures. Oui, ce qu'on appelle en France la victimisation secondaire. C'est une notion juridique relativement récente là, qui prend en compte la souffrance engendrée par toute la procédure judiciaire elle-même. Le tribunal qui a souligné le comportement provocateur, grossier de l'acteur et de son avocat, Jérémy Assous. Le juge a dénoncé d'ailleurs la stratégie de la défense. Il a dénoncé la violence de la défense à l'endroit des victimes qui n'a pas manqué durant toute la durée du procès d'écraser la parole des plaignantes, les traitant de menteuses, de corrompues. Amélie, qui était décoratrice sur le plateau du film Les Volets Verts, là, les 2 victimes étaient sur le plateau du film Les Volets Verts tourné en 2021. Donc, Amélie, qui était dans la salle d'audience, a poussé un soupir de soulagement au prononcé du jugement. Celle-ci, Amélie a été agressée à 3 reprises par l'acteur durant le tournage du film. Il n'y avait aucun témoin direct des agressions, mais ses témoignages à elle étaient constants, il était crédible. Donc, Amélie dit avoir aujourd'hui toutes les difficultés du monde à décrocher un travail depuis que l'affaire a éclaté au grand jour. On la considère comme quelqu'un à problème. Donc, cette attitude de la défense, le fait qu'il y ait un dédommagement en raison de l'agressivité, des propos violents de la défense, elle dit que elle est très satisfaite de cette décision du juge. On peut l'écouter. Nous avons vécu 4 jours d'enfer la dernière fois pour une espèce d'aménagement horaire dû aux problèmes de santé de M. Depardieu, qui s'avère être finalement en très bonne santé puisqu'il est en train de faire un tournage quelque part aux Açores. Donc un tournage qui était probablement d'ailleurs programmé depuis un certain temps puisque il est allé tourner quelques semaines après. Donc je pense qu'on nous a baladés et qu'on a organisé 4 jours autour d'une soi-disant, un aménagement horaire en raison de ses problèmes de santé, ce auquel je ne crois pas du tout. Notez que l'acteur, vous l'avez entendu, Gérard Depardieu était absent à son jugement à Paris. Il est actuellement en tournage au Portugal, un film de Fanny Ardant, qui est une des rares à avoir défendu Gérard Depardieu dans ce procès. Je terminerai en disant que c'est l'ouverture du Festival de Cannes aujourd'hui et les avocats des plaignantes ont voulu lancer un message à toute l'industrie du cinéma en disant « Vous avez laissé Gérard Depardieu faire ce qu'il voulait sur les plateaux de tournage. Maintenant, la justice a parlé. Il est peut-être temps aussi que certains esprits s'éveillent à ce genre et dénoncent surtout ce genre de comportement. » Merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie. Bonne journée. Marie-Jeanne Dubreuil est dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour Mathieu. On va commencer par ce voyage qu'on va suivre dans les prochaines heures, les prochains jours de Donald Trump au Moyen-Orient. Ça fait encore couler beaucoup d'encre pour toutes sortes de raisons, entre autres cette histoire d'avion. Ben oui, absolument. Donald Trump qui est atterri dans les dernières heures du côté de l'Arabie Saoudite. En fait, on peut voir les images à CNN en ce moment là, de son arrivée à la cour de l'Arabie Saoudite. Et c'est un premier voyage d'envergure, là, un premier voyage officiel depuis le début de son second mandat à Donald
Trump. C'est donc en une un peu partout aux États-Unis, notamment. On sait que M. Trump doit se rendre au Qatar un peu plus tard cette semaine et vous parliez justement de ce plan d'accepter un jet de la part de la famille royale qatari. C'est extrêmement dénoncé, notamment par les démocrates. Et ce qu'un analyste du New York Times dit, c'est que c'est dépassé largement la limite de ce qui est de bon goût là, de la part d'un président américain. La visite en soi fait jaser aussi dans les médias. Là. On sait que Donald Trump tente par cette visite-là de renforcer ses alliances avec les 3 pays qu'il va visiter, là, donc l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le Courrier international nous indique que des médias israéliens surveillent de très près cette visite parce que, justement, Israël préférerait que Trump reste allié pas mal juste avec lui, là, que les autres alliances dans le Moyen-Orient pourraient être dangereuses pour la cause israélienne. Et parlant de la cause israélienne, on parle beaucoup dans les médias de cette libération d'otages israélo-américains. Oui, Edan Alexander, c'est en une du National Post. Là. C'est le seul otage encore vivant là, qui a la nationalité américaine. Donc, ça arrive en même temps que ce voyage de Trump au Moyen-Orient. Ça a évidemment une grande symbolique. L'accord entre Pékin et Washington se retrouve également ce matin, notamment du Globe and Mail. Oui, ici comme ailleurs, Mathieu, on parle justement des États-Unis et de la Chine qui ont mis sur pause hier leur guerre commerciale en annonçant une suspension de 90 jours pour la majeure partie des droits de douane qui s'étaient mutuellement imposés. Ce qui a causé une euphorie dans les marchés, nous dit le Globe and Mail, là, des indices qui ont augmenté de 3,25 4,35 le dollar américain qui s'est renforcé également. Mais la presse américaine se montre plus prudente pour la suite des choses. Le Washington Post qui parle d'une incertitude qui continue de menacer l'économie mondiale. Le New York Times nous dit que le recul du président américain met en lumière une fois de plus les limites de l'approche agressive adoptée par Donald Trump. Et d'ailleurs, dans la presse plus ce matin, l'ambassadrice du Canada aux États-Unis, Kirsten Illman, affirme que le Canada peut apprendre de ce recul de Washington. Ottawa va pouvoir ainsi déterminer les secteurs où l'administration Trump semble prête à jeter du lest. Parlant d'Ottawa, les différents médias du pays parlent aussi du cabinet Carney. Et ce qui ressort le plus, c'est cette taille réduite du cabinet, moins de 30 ministres, le retour des secrétaires d'État, mais je ne vous en dis pas plus parce que Jean-Philippe vous en parlera plus en détail. Voilà, je ne veux pas couper l'herbe sous son pied. Mais évidemment, si on veut poursuivre la lecture, c'est en une du Toronto Star, du National Post et du Radio-Canada Info. Et puis en une du Devoir, on revient sur ces délais pour obtenir une résidence permanente pour les demandeurs d'asile. Oui, demandeurs d'asile qui arrivent ces temps-ci au Québec, là, ils vont devoir patienter au moins 7 ans avant de devenir résidents permanents. Et ce sont des délais qui risquent de s'allonger. Il y a une partie des raisons à ces délais-là qui sont de nature administrative, mais une autre partie là, qui est de nature politique, c'est-à-dire la cible de Québec qui ralentit le traitement de dizaines de milliers de demandeurs d'asile déjà reconnus par Ottawa, le gouvernement Legault qui aurait le pouvoir d'accélérer le traitement de ces demandes-là, mais qui ne le fait pas pour des raisons politiques. Et parlant de délai, il y a Isabelle Haché dans la Presse Plus qui nous parle d'une intervention chirurgicale annulée 5 fois pour un Québécois. Elle utilise, dans le fond, l'histoire de ce Claude Germain là, qui attend une opération à la colonne vertébrale, qui a vu son opération être annulée 5 fois, parfois alors qu'il était carrément sur la civière là, à l'hôpital. Pour parler d'annulation au bloc opératoire, là, on dit qu'au Québec, il y a plus de 20 000 interventions chirurgicales qui ont été annulées entre le 1er novembre 2024 et le 30 avril 2025. C'est l'équivalent d'à peu près 116 opérations annulées par jour. Donc, une réalité qui est dépeinte via cet homme-là, mais qui quand même nous soulève de nombreuses questions, surtout dans un contexte où le gouvernement du Québec négocie présentement avec les médecins à déposer ce nouveau projet de loi là, pour la rémunération des médecins également. Là. Donc, c'est à lire du côté de la Presse Plus. Merci Marie-Jeanne. Bonne journée. Bonne journée.
Alors, c'est aujourd'hui que le premier ministre Mark Carney va dévoiler la composition de son conseil des ministres. Il y en a eu un conseil des ministres de former juste avant la tenue de la campagne électorale, mais là, il y aura des changements, plusieurs nouveaux élus, ce qui devrait refléter la volonté du chef de marquer une rupture avec l'ère de son prédécesseur Justin Trudeau. Jean-Philippe Robillard est arrivé en studio. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. On commence à connaître quelques noms. Là. Qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui est publié ce matin? Oui, alors selon des sources qui ont parlé à mes collègues à la colline à Ottawa, plus de la moitié du cabinet serait composé, Mathieu, de nouveaux visages, donc différents de ce qu'on retrouvait dans l'ancien gouvernement, le gouvernement Trudeau. Parmi les nouveaux venus dans le cabinet, il y aura Joël Langborn, le député de Louis-Hébert, qui sera le représentant de la région de Québec au cabinet. Dans le fond, il reprendra un peu le rôle qui a déjà été joué par Jean-Yves Duclos. Il y aura également Nathalie Provost, qui est une survivante de la tragédie de Polytechnique. Là, c'est une militante qui est bien connue là, pour le contrôle des armes à feu, qui également se joindrait à l'équipe ministérielle. Mais on ne sait pas pour le moment, Mathieu, s'ils seront ministres ou s'ils seront là, des secrétaires d'État. Oui, Nathalie Provost, on s'en souvient, dans la campagne électorale, Mark Carney s'était trompé en la rebaptisant Nathalie Pronovo, puis en l'associant à un autre événement dramatique qui était donc une fusillade à Concordia, effectivement. Donc voilà qu'elle ferait son entrée dans le cabinet. Sinon, le premier ministre Carney, en plus des ministres, va créer des postes de secrétaire d'État. Oui, comme l'a déjà fait l'ancien premier ministre Jean Chrétien dans le passé, là, il y aurait une dizaine de secrétaires d'État. Les secrétaires d'État, Mathieu, ont moins de pouvoir que les ministres. Leur salaire est un peu moins élevé et ils ne doivent pas participer à toutes les rencontres du Conseil des ministres là, qui va compter, semble-t-il, cette fois-ci, moins de 30 ministres. Il y a quelques ministres, des noms bien connus qui, on l'imagine, vont rester en poste. Oui, parmi ceux qui vont rester en poste au Conseil des ministres, il y a Stephen Guilbeault qui va demeurer le lieutenant de Mark Carney au Québec. Il conserverait également les mêmes fonctions, c'est-à-dire ministre de la Culture, de l'identité canadienne et des parcs, mais il serait plus en charge, Mathieu, du dossier de la condition féminine et de l'égalité des genres. Ce serait quelqu'un d'autre qui occuperait cette fonction-là. Chrystia Freeland également qui serait de retour dans le cabinet, mais on ne sait pas quelle fonction elle va occuper. On faudra voir. Et on ne sait pas non plus quel sort sera réservé au ténor là, du Conseil des ministres, là, de ce qui composait le cabinet de guerre de Mark Carney. On ne sait pas ce qui attend Dominique Leblanc du Nouveau-Brunswick, qui était au commerce international, ce qui attend également les ministres québécois de premier plan. On pense à François-Philippe Champagne, qui était aux finances, à Mélanie Joly, qui était également aux affaires étrangères. Le premier ministre du Québec, François Legault, lui, espère que ces deux ministres-là vont rester au cabinet. Évidemment, on va surveiller ce qui se passe avec François-Philippe Champagne. C'est quand même un gros joueur économique, finance, là, donc on espère qu'il y aura une bonne place. Mélanie aussi. Alors, il serait intéressant également de voir si Mark Carney va faire une place à Carlos Letao, l'économiste, mais également ancien ministre des Finances dans le gouvernement du Québec. Alors, il faudra voir s'il pourrait lui faire une place. Alors, on n'aura plus de détails là, ce matin. C'était à 10h30 là, lors de l'assermentation qui va se tenir à Rideau Hall. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. D'ailleurs, il y aura une émission spéciale sur nos ondes animée par Alec Castonguay, justement, sur la composition de ce cabinet Mark Carney. Sinon, ce que l'on va suivre, évidemment, aujourd'hui, on va revenir avec notre correspondant en Europe, en France, Raphaël Bouvier-Auclair, sur cette condamnation donc de Gérard Depardieu, l'acteur condamné à 18 mois de prison pour agression sexuelle à l'encontre de 2 femmes lors d'un tournage de film en 2021. Je le disais, évidemment, la composition du cabinet Carney. Et puis, le voyage de Donald Trump au Moyen-Orient également. Il est en ce moment à la Cour royale en Arabie saoudite. Et puis, que va faire Élections Canada avec cette histoire à Terrebonne, cette circonscription au nord de Montréal? Vous savez que finalement, la libérale a obtenu son siège avec un seul vote de majorité. Puis là, on a appris au cours des dernières heures qu'il y a une électrice de Terrebonne qui a voté par la poste, mais l'enveloppe lui est revenue parce que le code postal n'était pas le bon sur l'enveloppe pourtant fournie par Élections Canada. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Elle avait voté pour le Bloc. Ce sera certainement une histoire à suivre dans les prochaines heures. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée. Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout.
vivre la saveur.